Parenthèse, je sais pas pourquoi, mais les meilleures places pour trouver des bons deals sur des films, ça va être genre dans des pharmacies, des dépanneurs de région ou des friperies. Récemment, j'étais allé dans une pharmacie au coin de chez nous, puis tu sais, faut que tu fouilles un peu parce que tu peux trouver des affaires comme Les 3 petits cochons 2, Détestable moi, Les 3 petits cochons 2, Mission Impossible 2, Les 3 petits cochons 2. Mais des fois, en fouillant, tu peux trouver une copie Blu-ray du Parrain à 10$. Comme par exemple, récemment, je suis allé à la pharmacie, j'ai trouvé une copie Blu-ray de The Lord of the Ring à 6$, et 12$ sur Amazon. Et dans une friperie, j'ai trouvé une copie DVD de Apocalypse Now, ainsi qu'une copie DVD de Trainspotting. Dramatique. Trainspotting est c'est une édition de collection en plus à 2 disques. Le deuxième comprend 3h30 de suppléments matériels avec making of, ainsi de suite. Bref, je cherchais pas pour ça, ça a donné que je les ai trouvés, mais c'est le fun de les avoir. Le DVD, par contre, supporte une résolution assez médiocre. On parle de 720 pixels par 480 dans un bitrate variable qui tourne autour de 6 Mbps. C'est assez pourri, là, ben honnêtement. Ce que je veux dire, c'est que le DVD supporte pas une très très grande quantité d'informations dans une image, mais des fois, le simple fait de pouvoir posséder un film qui est à peu près disponible nulle part en streaming me fait oublier assez vite la qualité. Puis ça, c'est le cas de la vue dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, Barry Lyndon. Barry Lyndon, c'est un film qui raconte la vie d'un homme qui tente de gravir les classes sociales pour améliorer ses conditions de vie. Le film a été réalisé par le légendaire Stanley Kubrick et dont le film est aussi accompagné de légendes, des espèces de légendes urbaines, des mythes qui collent à ce film-là et dont les suppléments viennent fournir certaines explications. Le DVD est aussi une restauration réalisée par la compagnie Criterion, qui est assurément la plus populaire dans le domaine. Criterion, Criterion, là, eux autres, ils l'ont l'affaire. Parce que leurs films sont non seulement restaurés avec l'approbation des réalisateurs s'ils sont encore vivants ou des techniciens qui ont œuvré de près dans la production du film, mais aussi ils viennent avec un paquet d'informations, puis d'autres des fois très très nichées sur la production du film. Leurs pochettes sont agréables à collectionner parce qu'ils sont toutes standardisées avec la même disposition d'écriture en fait sur la pochette, sauf dans le cas par exemple de ma copie du film Doctor Strangelove, je sais pas pourquoi. Fouille-moi, mais il est un peu plus gros que les autres. Ça m'énerve un peu qu'il détonne avec les autres, ça me donne un peu d'anxiété, genre ça se place mal dans une collection. C'est comme ma copie du film Midsommar, maudite grosse pochette qui sert absolument à rien. Le Blu-ray en fait à l'intérieur est pas plus gros que les autres, mais fouille-moi pourquoi ça prend une pochette aussi grosse, En tout cas, et donc parlant de pochette, à l'intérieur de celle-ci se trouvent 2 disques, le film et les suppléments, ainsi qu'un petit livret qui est une lecture d'une 40aine de pages qui dresse la liste du casting et des techniciens, qui nous présente une critique / présentation de l'œuvre et qui compare un petit peu le film avec son matériel source qui est basé sur un livre. Le deuxième texte présenté est un entretien paru dans le magazine American Cinematographer qui est en fait une discussion avec le directeur de la photographie John Alcott. John Alcott, gros gars. Ok, ce gars-là a fait la direction photo de 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon. Et c'est pas un tout nu, là. Le gars il sait ce qu'il fait. Ce texte-là m'a vraiment intéressé parce que ça contient des informations plus pointues sur l'équipement utilisé, comme le type de filtre employé ou des outils qui leur ont permis de réaliser les zooms incroyables dans le film. C'est aussi un texte qui vient casser certains mythes les plus populaires concernant le film, celui qui veut que l'œuvre aurait été tournée entièrement en lumière naturelle. Ben non, toi. Bon, certains plans l'ont probablement été comme les longs zoom-out en extérieur, mais les séquences d'intérieur de jour ont utilisé de la lumière artificielle pour recréer la lumière naturelle de manière consistante tout au long de la scène. Si vous en doutez de ce que je dis, une des questions est assez frontale, et là, je traduis librement. Quel type d'éclairage avez-vous utilisé pour votre film? Et John Alcott de citer la liste d'équipements d'éclairage. Si ça, c'est pas une preuve, je sais pas ce que c'est. Même que dans le film, on peut voir un des spotlights qui a été utilisé dans cette scène-ci. Là, vous l'avez peut-être manqué, c'est assez subtil, mais on voit un petit quelque chose là, dans la fenêtre. Là, on le voit mal, là, probablement que vous l'avez manqué, mais dans la fenêtre ici, c'est vraiment pas grand-chose, puis on le voit mieux sur une télévision que filmé dans la télévision, mais il y a
clairement là, un spotlight. Fait que c'est ça, c'est pas tourné entièrement en lumière naturelle. En réalité, là, ce sont les scènes d'intérieur de nuit qui, eux, ont été éclairées uniquement avec des bougies pour recréer de manière le plus fidèle possible l'ambiance de l'époque. Ce qui est quand même un exploit en soi, là. Premièrement, bougie égale feu, égale fumée, égale danger, bâtard, là, c'est dangereux pour les décors. Les décors qui d'ailleurs étaient surtout des décors historiques. Stanley Kubrick le souligne dans un des segments du making-of, mais l'éclairage créé par une bougie, c'est une atmosphère tellement plus chaleureuse que ce qu'on est habitué à voir. Bon, c'est sûr qu'ils ont triché un peu, ils ont utilisé des bougies qui éclairent plus fort que les bougies normales. Ils en ont utilisé une chier aussi, puis ils ont mis du papier d'aluminium, un genre de papier d'aluminium sur les plafonds pour, de un, protéger les décors de la fumée et de la chaleur, mais ça leur permettait aussi de réfléchir un petit peu de lumière du plafond pour venir booster le niveau de lumière dans la pièce. Bref, complètement débile quand même d'avoir éclairé des scènes complètement à la bougie. Deuxièmement, les bougies, ça crée pas beaucoup de lumière, ce qui cause un défi au niveau de l'exposition sur la pellicule. Et ça nous conduit vers notre deuxième mythe assez populaire sur le film, celui qui veut que Kubrick aurait utilisé des objectifs de la NASA pour être capable de tourner les scènes. Bon, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, et le texte suivant nous en informe. C'est un texte écrit par Ed Digulio, excusez-la. L'ingénieur, en fait, qui s'est cassé la tête pendant 3 mois pour adapter un objectif photo à la caméra personnelle de Stanley Kubrick. En fait, Kubrick, sachant qu'elle allait tourner dans des conditions de basse lumière extrême, s'est procuré des objectifs de la compagnie Zeiss. La compagnie Zeiss est assez connue dans le milieu du cinéma. Eux avaient conçu des objectifs que la NASA utilisait pour, entre autres, des photographies d'espace. La particularité de l'objectif, c'est de pouvoir s'ouvrir un diaphragme de f0.7. Bon, là, on tombe dans des trucs un petit peu techniques, là. Un objectif a un iris dedans qui permet de couper la quantité de lumière qui entre dans l'objectif et qui va frapper le capteur. En gros, c'est assez commun de voir du f4 comme étant la plus grande ouverture sur un objectif. C'est aussi commun de voir du f2.8. Là, on commence à parler du f1.7, 1.9. On voit ça des fois, puis tu peux commencer à braguer. Là. Tu peux commencer à te vanter quand tu as un objectif à f1.7. Et récemment, le film Army of the Dead a été tourné avec un objectif Canon qui peut s'ouvrir à f0.9, ce qui donne un effet assez particulier. C'est pas nécessairement bon, mais ça vaut peut-être la peine d'aller jeter un coup d'œil juste pour l'esthétique. Fait que comprenez qu'un objectif qui ouvre à f0.7, c'est de la science-fiction, là, quasiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la quantité de lumière qu'un objectif transmet à son capteur va affecter directement la profondeur de champ. Fait que la profondeur de champ, c'est littéralement comme une mesure, disons, en pied de la zone qui peut être en focus dans une image. Ce qui fait que quand tu as un objectif qui ouvre à f0.7, ta profondeur de champ est tellement mince que ça devient un défi monumental de faire un focus. Surtout à une époque où on tourne en pellicule et qui est assez difficile de voir qu'est-ce qu'on est en train de réellement exposer dans la caméra. Les suppléments DVD nous présentent certaines explications sur comment les techniciens s'y sont pris pour justement faire un focus précis avec cet outil-là qui est assez dur à opérer. Stanley Kubrick a eu l'idée, en fait, d'utiliser une deuxième caméra. Cette deuxième caméra-là, c'était pas une caméra pellicule, donc cette petite caméra-là, disons plus cheap, envoyait un signal à une télévision. Sur la télévision, les techniciens ont inscrit donc leurs mesures en pied, donc à quelle distance le sujet se trouvait s'il avançait ou il reculait, ce qui leur a permis en fait d'avoir le focus à la bonne place et d'être certains de ne pas manquer leur coup, ce qui est assez fascinant, en fait presque autant que la bouche et la voix d'un des techniciens qui parle. We had so many candles, I mean, there was no oxygen in the room, so you're full asleep.
Le DVD est rempli de suppléments qui ont été créés par Criterion en tant que tel dans le cadre de la restauration du film. C'est assez dense là, comme information, fait que je vais faire un bref résumé de ce que je trouvais intéressant personnellement. Donc, le making-of nous révèle que le scénario était assez simple et que plusieurs scènes étaient écrites en quelques phrases en fait. Donc on avait une description de l'action sans avoir nécessairement les dialogues. Puis l'équipe technique travaillait à partir de là, puis cherchait à faire évoluer la scène au moment même de tourner. C'est étonnant de savoir que son scénario en tant que tel était plus ou moins élaboré, mais que Stanley Kubrick a fait des recherches incroyables pour les costumes puis le type de lacets qu'il pouvait porter, là, tu sais. Il est aussi un peu question des références visuelles empruntées à la peinture. Non, mais regardez-moi ça, là. Honnêtement, c'est cadrage, la composition, l'éclairage, tout a été pensé pour ressembler. En fait, on sent vraiment les références des peintures du 18e siècle. C'est assez impressionnant à regarder. L'endroit où il tournait, en Irlande, en fait, le directeur photo le décrit un peu comme un paradis pour les photographes, étant donné que c'est très brumeux, il y a beaucoup de nuages, ce qui fait que naturellement, la lumière est très, très diffuse. Parlant de l'image un peu diffuse, on entend souvent le terme soft, en fait, en anglais, un soft focus. Ce que je trouvais le fun de ce film-là, c'est que comme la qualité du DVD est basse, ça donne un espèce d'effet de pixelisation puis un effet de soft focus aussi, justement, tandis que les Blu-ray 4K, on a vraiment une impression de sharpness, d'une image super bien définie. Ce qui fait que dans le cas de Barry Lyndon, sa basse résolution sur DVD joue un petit peu en sa faveur, je dirais, étant donné que l'œuvre a été visuellement basée sur des peintures qui sont eux-mêmes assez soft quand on les regarde. Fait que bref, je trouve que le médium joue en la faveur de ce film-là, puis peut-être qu'on perdrait un petit peu de ce côté-là dans une copie de meilleure définition. On parle aussi du processus laborieux du montage. Je trouve ça intéressant de savoir que Kubrick avait le luxe d'avoir sa propre salle de montage qui répondait qui répondait aux plus hauts standards de l'époque. Exigence. Sa salle de montage répondait aux plus hauts standards de l'époque, puis lui, il y avait ça genre dans son garage. On nous présente aussi Kent Adam, qui était le production designer du film. C'est le genre de personne qui va être responsable de l'élaboration des décors. Kent a aussi travaillé sur des James Bond et l'entrevue nous apprend que, en fait, Kent avait de la difficulté à éclairer une scène pour le film The Spy Who Loved Me, puis il aurait demandé à Stanley Kubrick de venir l'aider à l'éclairer, ce qui fait qu'il y a une scène d'un des films de James Bond qui a été éclairé en partie par Stanley Kubrick. Je trouvais ça vraiment le fun à savoir. On nous présente aussi une entrevue avec Milena Canonero, si je la prononce comme faux, probablement que non, qui, elle, a fait les costumes. Ce que je trouvais intéressant de cette entrevue-là, c'est que, en fait, c'est la façon dont Milena travaillait, en fait, pour salir les vêtements, puis leur donner un petit peu de vécu, ce qui cassait un petit peu avec les costumes qui étaient présentés dans d'autres films où on sentait un peu la rigidité des tissus neufs, tandis que là, il y avait vraiment un travail de faire vieillir les costumes comme si ils étaient utilisés puis vraiment usés par ces gens-là. Puis finalement, on peut écouter une entrevue avec un critique de film qui défend surtout l'idée que Kubrick, c'est pas un réalisateur froid, comme souvent on lui colle cette étiquette. Il défend l'idée que ses personnages sont toujours remplis d'émotions, voire même grotesques. Pourtant, tu sais, en regardant ces films, c'est quand même un peu le feeling qu'on a, cette espèce de froideur-là. Je suis venu en fait à me demander pourquoi on considère que Stanley Kubrick est froid, parce que c'est vrai que ces personnages sont remplis d'émotions, puis qui sont assez grotesques. Puis, en fait, je pense vraiment avoir mis le doigt dessus. Je crois que on considère que Kubrick est froid à cause du positionnement de sa caméra, parce que souvent, en fait, le point de vue de la caméra est assez loin de l'action. On est souvent, en fait, avec une longue focale, disons un zoom, disons, on est à l'extérieur du conflit, puis on l'observe de manière froide. On a une espèce de regard un peu quasiment omniscient. La caméra est physiquement assez distante du sujet, puis je pense que c'est pour ça qu'on considère que Kubrick est froid. C'est vraiment juste par le positionnement de sa caméra. Le critique parle aussi
du fait que le cinéma de Kubrick est toujours du côté des victimes et essaie de ridiculiser les personnages en autorité. Puis Barry Lyndon fait pas exception, on a souvent des personnages comme le soldat qui veut épouser sa cousine au début du film. À chaque fois qu'il parle, c'est une joke sur deux pattes. Il est drôle à voir aller, c'est une super belle performance. Mais le positionnement, je pense, de la caméra de Stanley Kubrick nous donne toujours cet effet-là de distance avec le sujet. Mais là, malgré tout ça, malgré les artifices, disons, l'attention aux détails, les décors majestueux, les mouvements de caméra, est-ce que Barry Lyndon est un film aussi intéressant que ses nombreux processus techniques qui sont quand même assez tape à l'œil? Honnêtement, oui. Au niveau narratif, au niveau technique, c'est sûr que visuellement, c'est un coup de poing dans la gueule. Je me souviens regarder ce film-là, les bras croisés en étant fâché contre Stanley Kubrick en me disant « Fuck you, Kubrick », d'être aussi bon, là. Tu sais, ça devient quasiment gênant d'essayer de faire des films après ça, tellement il maîtrise tout. Tout fonctionne, jusque dans la musique. Non, mais écoutez ça, là. C'est moi ou Schubert il trap hard, genre c'est sa chanson, je sais pas, j'arrive facilement à m'imaginer un sample de rap. Il rappe le street comme on disait au 18e siècle, c'est sûr que Schubert a du gros street cred.